Ma sœur a déplacé sa pendaison de crémaillère, le jour même des funérailles de ma fille. Elle a qualifié cela de petit événement. Nos parents l'ont défendu. La fois suivante où ils m'ont vu, il était déjà trop tard. Je tenais la main de ma fille, tandis que les machines émettaient leur rythme régulier. Grace avait 3 ans, et ses doigts étaient si petits, qu'ils entouraient à peine mon pouce. Les services d'oncologie pédiatrique sentaient l'antiseptique et l'espoir artificiel, et j'avais mémorisé chaque fissure, dans les dalles du plafond, au-dessus de son lit. « Maman, est-ce qu'on pourra aller au parc, quand je me sentirai mieux ?» a chuchoté Grace, la voix éraillée par le tube respiratoire, qu'ils avaient retiré le matin même. « Absolument, ma chérie, » ai-je dit, en repoussant ses cheveux fins de son front. « Nous irons sur les balançoires, exactement comme avant. » Grace a souri, et pendant un instant, j'ai pu prétendre que le cancer, qui ravageait son petit corps, n'était qu'un cauchemar dont j'allais me réveiller. Mais les médecins avaient été clairs, lors de leur dernière réunion avec moi, un neuroblastome de stade 4. Le traitement expérimental avait échoué. Il nous restait des semaines, peut-être des jours. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Rien ne comptait, excepté ce moment et cette main dans la mienne, cet enfant précieux, qui avait transformé mon monde du noir et blanc en couleurs éclatantes, dès l'instant de sa naissance. Le téléphone a vibré, encore et encore. « Tu peux regarder, maman » a dit Grace. « Ça va. » J'ai sorti mon téléphone, m'attendant à des messages de mon superviseur, à la clinique de santé communautaire où je travaillais comme infirmière. Au lieu de cela, j'ai vu 17 messages de ma sœur, Vanessa. Le premier m'a glacé le sang. « Mera, je sais que c'est dur pour toi, mais j'ai vraiment besoin que tu sois là, pour ma pendaison de crémaillère. J'ai enfin acheté la maison de mes rêves. » J'ai fixé l'écran. Vanessa savait que Grace était mourante. Elle était venue exactement une fois, au cours des 6 derniers mois, restant 20 minutes avant de se plaindre, des frais de stationnement de l'hôpital. J'ai fait défiler les autres messages. Chacun était plus insistant que le précédent. « Papa et maman prennent l'avion pour venir. Tout le monde sera là. Je pense au 15 juin. Est-ce que ça te convient? Tu as été tellement concentré sur Grace, je sais que tu as besoin de cette distraction. » Le 15 juin. J'ai regardé ma fille, j'ai observé sa poitrine se soulever, et s'abaisser avec effort. Les médecins nous avaient donné jusqu'à la mi-juin, au mieux. Ma sœur voulait célébrer sa nouvelle maison, au moment même où j'allais enterrer mon enfant. Je n'ai pas répondu. J'ai rangé mon téléphone, et j'ai chanté la berceuse préférée de Grace, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ce soir-là, j'ai appelé Vanessa, depuis la cafétéria de l'hôpital. Elle a décroché dès la première sonnerie, la voix joyeuse et impatiente. « Mera, tu as vu mes messages? N'est-ce pas excitant? La maison a 4 chambres, et une piscine. Tu imagines? Vanessa, je ne peux pas parler de l'organisation d'une fête, pour le moment. Grace est. Je sais, mais tu ne peux pas mettre toute ta vie entre parenthèses, pour toujours. C'est une étape énorme pour moi, et j'ai besoin que ma sœur soit présente. » J'ai fermé les yeux. Vanessa avait toujours été ainsi, tout tournait autour d'elle. Quand je me suis marié, elle a annoncé ses fiançailles, lors de ma réception. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, elle est arrivée en retard, et a passé tout le dîner à parler de sa promotion, dans l'entreprise de vente pharmaceutique où elle travaillait. « Quelle date avais-tu en tête ?» ai-je demandé, même si je le savais déjà. « Le 15 juin. C'est parfait. Un temps d'été. Tout le monde est disponible. Papa et maman sont tellement excités, ils réservent déjà leur vol, depuis Phoenix. C'est le moment où Grace pourrait. » Ma voix s'est brisée. Le médecin a dit que nous en avions, jusqu'au début ou à la mi-juin. Je serais peut-être en train d'organiser des funérailles, Vanessa. Le silence s'est étiré entre nous. Puis Vanessa a soupiré, ce genre de soupir qui signifiait que je me montrais difficile. « Mera, je comprends que tu traverses quelque chose d'affreux. Vraiment. Mais la vie continue, tu sais? Et tu ne peux pas attendre de tout le monde, qu'ils mettent leur vie en pause indéfiniment. S'il arrive quelque chose à Grace, nous nous adapterons. Mais j'ai déjà versé des acomptes au traiteur. Les invitations sont déjà à l'imprimerie. » J'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine. « Tu es en train de dire que ta pendaison de crémaillère est plus importante ?»
que la vie de ma fille. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ne déforme pas mes paroles. Je dis que nous ne pouvons pas vivre dans l'incertitude, pour toujours. Et honnêtement, tu as peut-être besoin de te changer les idées. C'est quand, la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi? J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort, que j'ai failli faire tomber le téléphone. Grace est décédée le 9 juin, juste après le lever du soleil. Je lui tenais la main. Elle a ouvert les yeux une dernière fois, m'a souri, et a chuchoté « Je t'aime, maman ». Puis elle est partie. La machine s'est mise à hurler, les infirmières ont accouru, et quelqu'un me tirait loin du corps de ma fille. Je ne pouvais plus respirer. Les funérailles furent fixées au 15 juin. C'était la date la plus proche que le salon funéraire pouvait organiser. J'ai appelé mes parents ce soir-là, la voix vide. Les funérailles ont lieu le 15, ai-je dit. Les funérailles de Grace. Ma mère est restée silencieuse un instant. Oh, chérie, c'est le même jour que la fête de Vanessa. Je sais. Eh bien, je suis sûr que Vanessa comprendra. Elle décalera. C'est plus important. Je voulais la croire. J'attendais que ma mère dise qu'elle appellerait Vanessa immédiatement, que bien sûr, ils seraient aux funérailles de leur petite fille, et que rien ne comptait plus que d'être là pour moi. Au lieu de cela, ma mère a dit « Laisse-moi en parler à ton père et à Vanessa. Nous allons trouver une solution. » Cette nuit-là, Vanessa m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une part de moi espérait qu'elle ferait ce qui était juste. « Mera, maman m'a parlé de la date des funérailles, » a dit Vanessa. Son ton était prudent, mesuré. « Je suis tellement désolé pour Grace. Vraiment. Merci. Mais j'ai réfléchi, et je ne peux vraiment pas changer la date de la fête. J'ai plus de 100 personnes invitées et les traiteurs, l'orchestre, tout est prêt. Cela me coûterait des milliers d'euros de décalé. J'ai déjà perdu la compte pour la location de la tente, parce qu'ils sont complets pour tout le reste de l'été. J'avais l'impression d'être sous l'eau, ces paroles me parvenant de très loin. Tu veux que je change la date des funérailles de ma fille? Eh bien, je veux dire, est-ce que ça doit être précisément ce jour-là? Tu ne peux pas le faire la semaine d'après, ou même celle d'avant. Les funérailles sont plus flexibles qu'on ne le pense. La mère de mon ami est morte l'an dernier, et ils ont attendu presque 3 semaines pour la cérémonie. Grace est au salon funéraire, Vanessa. Dans un réfrigérateur. Tu veux que je laisse le corps de ma fille à la morgue, pour que tu puisses faire ta fête? Ne sois pas dramatique. Je dis simplement qu'il y a des options. Et honnêtement, Mera, un enterrement est un événement si triste. Ce serait peut-être mieux pour tout le monde, d'avoir un peu de temps pour assimiler, avant de se rassembler. Tu sais, laisser le choc s'apaiser. Le choc de la mort de ma fille? Oui. Écoute, je ne veux pas me battre avec toi. Tu es en deuil, et tu ne réfléchis pas clairement. Pourquoi ne pas parler au salon funéraire? Explique la situation. Je suis sûr qu'ils peuvent s'adapter. S'adapter en fonction de ta fête? La voix de Vanessa s'est durcie. Tu es égoïste. C'est un moment capital dans ma vie, et tu essaies de tout gâcher. Tout tourne toujours autour de toi, et de tes problèmes. Certains d'entre nous réussissent dans la vie, Mera. Certains d'entre nous ont des raisons de faire la fête. J'ai raccroché à nouveau. Cette fois, j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, mon père a appelé l'hôpital, où je campais toujours dans la salle d'attente des familles, incapable d'affronter mon appartement vide. Quelqu'un au poste des infirmières est venu me chercher. Mera, ton père est en ligne. J'ai pris l'appel dans une salle de consultation vide. Chérie, ta mère et moi avons discuté, a dit mon père. Sa voix avait cette gaieté forcée, qu'il utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles. Nous pensons que Vanessa a raison. Cela lui coûterait très cher de tout changer maintenant. Et tu sais combien elle a travaillé dur pour avoir cette maison. Peut-être pourrais-tu déplacer les funérailles. Nous pourrions tous être là, si c'était un autre week-end. Vous choisissez la fête de Vanessa, plutôt que les funérailles de Grace. Nous ne choisissons rien. Nous essayons de trouver une solution, qui convienne à tout le monde. C'est une période difficile pour toute la famille, pas seulement pour toi. Vanessa a été stressée par l'achat de la maison.
ta mère s'est inquiétée à en être malade. J'ai dû prendre des congés, juste pour gérer tout ce tumulte émotionnel. Tumulte émotionnel, ai-je répété. Ta petite fille est morte, et nous avons le cœur brisé. Tu le sais. Mais Grace ne voudrait pas que nous arrêtions de vivre. Elle voudrait que nous célébrions la vie. La nouvelle maison de Vanessa représente l'avenir, l'espoir. C'est peut-être exactement ce dont cette famille a besoin, en ce moment. J'ai regardé par la fenêtre vers le parking, j'ai observé les gens aller et venir, vivant leur vie normale. Alors, vous allez à sa fête? Mon père a hésité. Nous avons déjà acheté les billets d'avion. Et Vanessa a vraiment besoin de nous. Elle planifie cela depuis des mois. Ce n'est pas comme si nous ne nous soucions pas de Grace. Nous avons envoyé des cartes. Nous avons appelé quand nous le pouvions. Vous êtes venus 2 fois en 6 mois. Nous vivons à Phoenix, Mera. Nous ne pouvons pas tout lâcher, pour venir chaque semaine. Nous avons des vies, nous aussi. Des responsabilités. Ta mère a son club de lecture, et son bénévolat. J'ai mes tournois de golf. On ne peut pas attendre de nous, que nous mettions tout en pause. Quelque chose en moi est devenu très silencieux, et très froid. Ne venez pas aux funérailles, ai-je dit. Allez à votre fête. Célébrez la maison de Vanessa. J'espère que vous passerez tous un moment merveilleux. Enfin, Mera, ne sois pas comme ça. J'ai raccroché. Ma mère a appelé 1 heure plus tard, puis Vanessa, puis mon père encore. J'ai bloqué tous leurs numéros. Le soir même, ma meilleure amie Julia est venue à l'hôpital, avec du café, et m'a forcé à manger. Elle était l'infirmière en chef de l'unité de soins intensifs pédiatriques, et elle avait été là à chaque étape de la maladie de Grace. Ta famille est folle, a dit Julia, ses yeux sombres lançant des éclairs. Qui fait ça? Qui choisit une fête plutôt qu'un enterrement? Des gens qui ne s'en sont jamais vraiment souciés, au départ, ai-je répondu. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles plates, vides. Qu'est-ce que tu vas faire? Faire les funérailles. Dire au revoir à ma fille. Essayer de trouver comment continuer à respirer. Julia m'a serré la main. Je serai là. Tous ceux de l'hôpital qui aimaient Grace seront là. Tu n'es pas seul. Mais j'étais seul. Je ne m'étais jamais senti aussi seul de toute ma vie. Les funérailles furent modestes. Julia est venue. Le père de Grace, David, est arrivé de Seattle, où il s'était installé après notre divorce. Nous nous étions séparés quand Grace avait 1 an, et il avait été sporadique dans son implication, mais il l'avait aimée à sa façon. Son visage était ravagé par le chagrin. Quelques collègues de la clinique étaient présents, quelques voisins, et l'institutrice de Grace, qui a sangloté durant toute la cérémonie. Ma famille n'était pas là. Je me suis tenu devant le petit cercueil blanc de Grace, et j'ai prononcé l'éloge funèbre que j'avais écrit à 3 heures du matin, les mains tremblant si fort que le papier s'agitait. J'ai parlé de son rire, de son amour pour les fraises, et de la façon dont elle chantait des chansons inventées, sur tout ce qu'elle voyait. J'ai parlé de sa bravoure, de la façon dont elle ne se plaignait jamais, même quand les traitements la rendaient si malade, qu'elle ne pouvait plus soulever la tête. J'ai parlé de la lumière qu'elle avait apportée au monde, et de la façon dont cette lumière s'était éteinte bien trop tôt. Je n'ai pas mentionné ma sœur. Je n'ai pas mentionné mes parents. Je n'ai pas mentionné que la moitié des personnes, qui auraient dû être là, étaient à la place en train de manger des plats de traiteur au bord d'une piscine, célébrant des mètres carrés et des comptoirs en granit. Après la cérémonie, après que Grace eût été mise en terre, après avoir jeté de la terre sur son cercueil, et entendu le son creux qu'elle produisait, je suis rentré dans mon appartement. Il était rempli des affaires de Grace, ses jouets, ses vêtements, ses dessins qui couvraient le réfrigérateur. Je me suis assise sur le sol de sa chambre, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai débloqué les numéros de ma famille non pas parce que je voulais me réconcilier, mais parce que je voulais voir ce qu'ils avaient publié. Les réseaux sociaux de Vanessa étaient remplis de photos de la fête. Elle portait une robe blanche fluide, ses cheveux blonds étaient parfaits, son sourire radieux. La maison était spectaculaire. Des guirlandes lumineuses pendaient au-dessus de la piscine. Les tables débordaient de nourriture. Les gens dansaient sur la pelouse. Mes parents figuraient sur plusieurs photos, vers levés, riant aux éclats. Une photo montrait ma mère et Vanessa s'enlaçant, toutes deux les yeux brillants de joie.
La légende disait, tellement reconnaissante d'avoir mon incroyable maman ici, pour le plus grand jour de ma vie. Rien n'est plus précieux que la famille. Un autre message de Vanessa était horodaté à 14 heures au moment précis où je me tenais devant la tombe de Grace, entouré d'amour et de soutien, en cette journée parfaite. Mon cœur est comblé. Place au nouveau départ. Mon père avait commenté, si fier de ma fille qui réussit. Tu as mérité chaque instant de ce bonheur. J'ai refermé l'ordinateur, avant de manquer de le jeter par la fenêtre. La semaine suivante, ma mère a appelé. J'ai répondu, curieuse de voir ce qu'elle allait dire. Mera, chérie, je sais que tu nous en veux, mais nous devons parler de cela en adulte. Tu ne peux pas simplement couper les ponts avec toute ta famille, à cause d'un seul désaccord. Un seul désaccord? Oui, nous avons eu des opinions différentes sur l'emploi du temps. Cela ne veut pas dire que nous ne t'aimons pas. Nous sommes ta famille. Tu dois nous pardonner, et passer à autre chose. Est-ce que vous vous êtes bien amusé à la fête, ai-je demandé. Ma mère a hésité. C'était charmant. La maison de Vanessa est magnifique, mais nous avons pensé à toi tout le temps. Vraiment. Vous avez pensé à moi, pendant que vous dansiez au bord de la piscine? Mera, tu te montres vindicative. Vanessa a travaillé si dur pour cette maison. On ne pouvait pas la laisser tomber. Et honnêtement, ce n'est pas comme si nous pouvions faire quoi que ce soit pour Grace. Elle était déjà partie. Notre présence aux funérailles n'aurait rien changé à cela. Ça aurait tout changé pour moi. Tu dois arrêter d'être aussi égoïste. Tout ne tourne pas autour de toi, et de tes sentiments. Vanessa a des sentiments elle aussi. Elle a été blessée, que tu fasses une telle histoire autour de ce conflit de date. Elle a eu l'impression que tu essayais d'éclipser sa réussite. J'ai ri. Le son paraissait dément, même à mes propres oreilles. J'enterrais ma fille, et Vanessa s'est sentie éclipsée? Tu vois ce que je veux dire. Tu as toujours eu un penchant pour le drame, Mera. Depuis que tu es petite, tu as toujours besoin d'attention. Tu transformes toujours tout en crise. Nous t'aimons, mais nous ne pouvons plus encourager ce comportement. Ne m'appelez plus jamais, ai-je dit. Mera Jane, ne t'avise pas de. J'ai raccroché, et je les ai tous bloqués à nouveau. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, réfléchissant à tout. Les mots de ma sœur résonnaient dans ma tête, un petit événement. C'est ainsi qu'elle avait qualifié les funérailles de Grace, dans l'un de ses messages. Un petit événement qu'elle pouvait contourner si nécessaire. Les funérailles de ma fille étaient un petit événement. Quelque chose s'est cristallisé en moi froid, dur, incassable. Ils voulaient que je leur pardonne, que je passe à autre chose, que je prétende qu'il s'agissait d'un simple conflit d'agenda, un malheureux malentendu. Mais ce n'était pas le cas. C'était un choix. Ils avaient choisi la fête de Vanessa, plutôt que les funérailles de ma fille. Ils avaient choisi des comptoirs en granit, plutôt que le deuil. Ils avaient choisi de faire la fête, pendant que j'enterrais mon enfant. Et ils s'attendaient à ce que j'accepte simplement, que je sois la personne la plus sage, que je privilégie l'harmonie familiale au détriment de mon propre cœur brisé. Je suis sorti de mon lit, et je suis allé sur mon ordinateur. J'ai commencé à faire des listes. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à planifier. S'ils pensaient pouvoir me faire ça, sans en subir les conséquences, ils se trompaient. S'ils pensaient que leur vie allait simplement continuer, parfaite et sans tache, pendant que je me noyais dans le chagrin et la rage, ils faisaient erreur. J'avais toujours été la personne responsable, celle qui prenait soin des autres, qui arrondissait les angles, qui pardonnait, qui maintenait la paix. J'étais infirmière. J'avais consacré ma vie à aider les gens, à guérir, à m'occuper de ceux qui souffraient. Mais se soucier des autres ne m'avait apporté que la trahison. Et j'en avais fini de me soucier de gens, qui ne se souciaient pas de moi. Vanessa voulait célébrer sa réussite? J'allais m'assurer qu'il ne lui restait plus rien à célébrer. Mes parents voulaient encourager son égoïsme? Ils allaient apprendre ce que cela coûte. J'avais des semaines de vacances non utilisées. J'avais des économies, que j'avais mises de côté pour l'avenir de Grace, de l'argent qui n'avait plus de but. J'avais des compétences, de l'intelligence, et de la détermination. Plus important encore, je n'avais plus rien à perdre.
Au cours des 3 jours suivants, j'ai passé des appels téléphoniques. J'ai consulté des dossiers. J'ai posé des questions prudentes aux bonnes personnes. J'avais passé des années à travailler dans le domaine de la santé, à nouer des relations, à apprendre comment les systèmes fonctionnaient. Ces connexions allaient devenir très utiles. À la fin de la semaine, j'avais ce dont j'avais besoin, des informations, un moyen de pression, et un plan qui allait détricoter tout ce que Vanessa avait construit. Parce que ma sœur ne se contentait pas de vendre des produits pharmaceutiques. Elle avait pris des raccourcis, falsifié des rapports de vente, et poussé des médecins à prescrire des médicaments pour des usages non autorisés, qui pouvaient nuire aux patients. Et j'en avais la preuve. J'ai commencé par le conseil de l'ordre pharmaceutique. Vanessa travaillait pour Healthwise Pharmaceuticals, une entreprise de taille moyenne, spécialisée dans les médicaments de gestion de la douleur. Elle était leur meilleure représentante commerciale depuis 3 ans, gagnant des primes qui éclipsaient mon salaire annuel. Elle conduisait une voiture de luxe, portait des vêtements de créateur, et venait d'acheter une maison valant 800 000 €. Tout cela était bâti sur la fraude. Lors d'un des séjours de Grèce à l'hôpital, j'avais surpris 2 médecins discutant d'une représentante commerciale, qui les pressait de prescrire des doses d'un nouvel analgésique plus élevé que ce qui était recommandé. Ils avaient cité son nom, Vanessa. À l'époque, j'avais mis cela sur le compte d'une coïncidence. Ma sœur était agressive dans ses tactiques de vente, mais sûrement pas au point de faire quoi que ce soit d'illégal. Mais j'ai commencé à faire attention. J'ai écouté les conversations. J'ai posé des questions anodines. J'ai découvert que Vanessa offrait des pots de vin à des médecins, déguisés en bon horaire de consultants et primes de conférences. Elle falsifiait les données de prescription, pour atteindre ses quotas de vente. Plus grave encore, elle encourageait l'usage hors étiquette d'un médicament, qui présentait de graves effets secondaires cardiaques, entraînant au moins 2 décès de patients que j'ai pu retracer. J'avais des documents, des courriels que Vanessa avait bêtement envoyés de son compte personnel, se plaignant à des amis des règles stupides qu'elle devait contourner, des messages textuels où elle plaisantait sur les médecins, en disant qu'ils étaient de l'argent facile. Et des appels téléphoniques enregistrés, provenant du système hospitalier, où elle avait poussé des médecins à prescrire des doses plus élevées que ce qui était médicalement indiqué. J'ai compilé le tout dans un rapport détaillé. Ensuite, j'ai contacté un journaliste d'investigation nommé Trevor, qui avait beaucoup écrit sur la fraude pharmaceutique. Je l'avais rencontré 2 ans auparavant, alors qu'il faisait des recherches pour un article sur les coûts de la santé, et qu'il avait interviewé plusieurs infirmières de ma clinique. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville d'Austin, un mercredi matin. Trevor avait la quarantaine, des cheveux grisonnants, et des yeux vifs qui ne manquaient rien. « C'est substantiel », a-t-il dit, en feuilletant les documents que j'avais apportés. « Où avez-vous trouvé tout ça ? » Je suis infirmière. Je travaille dans le système. Je fais attention. Et le sujet est ma sœur. Je vois. Trevor m'a regardé attentivement. Cela va détruire sa carrière, et probablement entraîner des poursuites pénales. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Elle a qualifié les funérailles de ma fille de petit événement, ai-je répondu. Elle a organisé sa crémaillère le même jour, et s'attendait à ce que je change l'enterrement. Mes parents sont allés à sa fête, au lieu de me soutenir. Alors oui, j'en suis très sûr. Trevor a hoché la tête lentement. Je dois tout vérifier de manière indépendante. Cela me prendra quelques semaines, mais si tout se confirme, je publierai l'article. Le conseil de l'ordre pharmaceutique devra enquêter. C'est tout ce que je demande. J'ai quitté le café en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Le premier domino était placé. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'il tombe. Pendant que Trevor enquêtait, je me suis tourné vers mes parents. Ils avaient encouragé le comportement de Vanessa toute ma vie. Ils l'avaient choisi plutôt que moi, encore et encore. Ils méritaient eux aussi des conséquences. Mes parents, Harold et Janet, vivaient dans une communauté de retraités à Phoenix. Ils avaient vendu la maison familiale à Dallas il y a 5 ans, et s'étaient installés en Arizona pour le climat chaud, et les impôts peu élevés. Mon père était comptable à la retraite, ma mère avait été agente immobilière. Ils étaient à l'aise, mais pas riches. Leur revenu de retraite provenait de la pension de mon père, de la sécurité sociale, et d'un modeste portefeuille d'investissement, qu'il gérait lui-même. Je connaissais la stratégie d'investissement de mon père, car il en parlait sans cesse à chaque visite.
Il était fier de son flair financier, se vantant toujours des rendements qu'il générait. Il gardait tout sur un compte de courtage, qu'il surveillait quotidiennement. Je savais aussi que mon père utilisait le même mot de passe pour tout. Je l'avais vu se connecter à divers comptes au fil des ans, tapant toujours la même combinaison, le nom de la rue de notre ancienne maison, plus l'année de naissance de ma mère. Il pensait être malin en n'utilisant pas quelque chose d'évident, comme des anniversaires ou des noms d'animaux. Je ne projetais pas de voler mes parents, ce serait criminel. Mais je pouvais rendre leur vie financière nettement plus compliquée. J'ai créé plusieurs adresses électroniques, avec des noms similaires à des institutions financières légitimes. J'ai envoyé à mon père des courriers officiels concernant une activité suspecte sur ses comptes, des documents fiscaux requis pour des investissements fantômes, et des mises à jour de sécurité urgentes, nécessaires immédiatement. Je connaissais mon père. Il allait paniquer. Il prendrait des décisions impulsives. Il appellerait son courtier à des heures indues, exigeant des explications pour des choses qui n'existaient pas. Il gèlerait des comptes, transférerait de l'argent, et créerait un chaos total en essayant de protéger des actifs, qui n'étaient en fait pas menacés. J'ai également envoyé des courriels soigneusement rédigés à ma mère, en me faisant passer pour quelqu'un de son ancienne agence immobilière, posant des questions sur des écarts de commission datant d'il y a des années, suggérant des contrôles fiscaux potentiels. Et réclamant des documents qu'elle n'avait plus. En moins d'une semaine, mon père a appelé Vanessa, paniqué. Je le savais parce que Vanessa l'avait publié sur les réseaux sociaux, se plaignant de devoir gérer des drames familiaux alors qu'elle essayait de profiter de sa nouvelle maison. Mon père pense que ses comptes sont compromis, a-t-elle posté. J'ai passé 2 heures au téléphone à essayer de le calmer. Pourquoi les vieux sont-ils si nuls avec la technologie? Parfait. 2 semaines après ma rencontre avec Trevor, il m'a appelé. J'ai tout vérifié, a-t-il dit. L'article paraît demain. Le Conseil de l'ordre pharmaceutique a déjà été notifié, et ils ouvrent une enquête. Les procureurs fédéraux s'y intéressent aussi. Ta sœur va passer une très mauvaise journée. Merci. Je suis désolé pour ta fille, Mera, a ajouté Trevor. J'ai un enfant. Je ne peux pas imaginer ce que tu as traversé. J'espère que cela t'apportera un peu de paix. Cela ne m'apporterait pas la paix. Rien ne ramènerait Grace. Mais cela m'apporterait de la satisfaction. Et c'était suffisant. L'article fut publié un jeudi matin. C'était la une de l'édition en ligne de l'Austin Chronicle, avec un titre qui ne laissait place à aucune ambiguïté, une représentante pharmaceutique de haut niveau accusée de fraude, de pots de vin et de mise en danger des patients. Le nom de Vanessa figurait dès le premier paragraphe. Sa photo, tirée de ses propres réseaux sociaux, accompagnait l'article. Le texte détaillait des années d'activité frauduleuse, avec des exemples précis, des preuves documentées, et des citations de médecins confirmant les tactiques de pression qu'elle utilisait. À midi, les comptes de Vanessa sur les réseaux sociaux avaient été supprimés. L'après-midi, des camionnettes de presse étaient stationnées devant sa nouvelle maison. Le soir, Healthways Pharmaceuticals avait publié un communiqué annonçant son licenciement immédiat, et sa pleine coopération avec toutes les enquêtes. Mon téléphone sonnait sans arrêt. J'ai ignoré chaque appel de ma famille. Au lieu de cela, je suis allé sur la tombe de Grace, et je me suis assise sur l'herbe à côté de sa pierre tombale. J'ai commencé, ma chérie, ai-je chuchoté. Ils vont comprendre ce qu'ils ont fait. Ils vont ressentir, ne serait-ce qu'une fraction, de ce que j'ai ressenti. La pierre était encore neuve, l'herbe autour n'avait pas encore fini de pousser. Le nom de Grace était gravé en lettres simples, Grace Elizabeth, fille bien-aimée, née dans l'amour, partie trop tôt. J'ai tracé les lettres avec mon doigt, et j'ai essayé de ne pas penser à la petite taille de son cercueil. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. C'était Vanessa, utilisant visiblement le téléphone d'une amie puisque j'avais bloqué le sien. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta sœur. Tu as détruit ma vie. Papa et maman sont dévastés. Tu es un monstre. J'ai supprimé le message sans répondre. Ce soir-là, Julia est passée avec des plats à emporter, que je ne pouvais pas manger. Elle s'est assise avec moi sur le canapé, sans rien dire, étant simplement présente. L'histoire est partout, a-t-elle fini par dire. Les gens en parlent à l'hôpital. Certains médecins mentionnés dans l'article travaillent avec nous. Bien. Mera, est-ce que ça va? Non, mais ça ira.
Julia m'a regardé avec inquiétude. La vengeance ne fait généralement pas se sentir mieux. Elle ne fait que vous faire sentir vide. Je me sens déjà vide, ai-je dit. Au moins, maintenant, je ne suis plus seul dans ce cas. L'enquête du Conseil de l'ordre pharmaceutique a progressé rapidement. Les procureurs fédéraux ont déposé des plaintes en moins d'un mois. Vanessa faisait face à plusieurs chefs d'accusation criminels, fraude à la santé, pot de vin, et conspiration pour frauder les États-Unis. Chaque chef d'accusation entraînait une peine de prison importante. Elle a essayé de m'appeler, de m'envoyer des SMS, de se présenter à mon appartement. J'avais changé les serrures, et installé une caméra de sécurité. Lorsqu'elle est apparue sur le pas de ma porte, en pleurant et en suppliant, j'ai regardé de l'intérieur, et je n'ai pas ouvert la porte. « S'il te plaît, Mera » semble-t-elle dans l'interphone. « S'il te plaît, parle-moi. Je suis désolé pour les funérailles. J'ai eu tort, je l'admets, mais c'est trop. Tu me détruis pour une seule erreur, une seule mauvaise décision. Est-ce que c'est vraiment juste ? » J'ai appuyé sur le bouton pour répondre. Tu as qualifié les funérailles de Grèce de petit événement. Tu as fait la fête pendant que j'enterrais ma fille. Le mot juste n'existe plus, Vanessa. C'est toi qui me l'as appris. J'ai raccroché, et j'ai tiré les rideaux. Mes parents ont fini par me joindre à la clinique, appelant pendant les heures de travail, et disant à la réceptionniste qu'il s'agissait d'une urgence familiale. J'ai pris l'appel dans la salle de repos, la main serrée autour du combiné. Ce que tu as fait à ta sœur est impardonnable, a dit ma mère sans préambule. Tu as ruiné sa vie par dépit, à cause d'une fête. Mera, une fête ? C'est insensé. Ce n'était pas à propos de la fête. C'était à propos de ce que la fête représentait. Vous avez choisi son bonheur, plutôt que mon chagrin. Vous avez choisi une maison, plutôt que ma fille. Nous avons choisi d'être là pour nos deux filles. Nous ne pouvions pas être à deux endroits à la fois, et cela ne fait pas de nous des monstres. Vous auriez pu être aux funérailles, ai-je dit, d'une voix très calme. Vous auriez pu dire à Vanessa de décaler. Vous auriez pu faire n'importe quoi, sauf ce que vous avez fait. Mais vous avez fait votre choix. Maintenant, assumez-le. Et ce que Vanessa a fait dans son travail n'a rien à voir avec nous. Tu ne peux pas nous punir pour ses erreurs. Je ne vous punis pas pour ses erreurs. Je vous punis pour les vôtres. Considérez le chaos financier que vous vivez comme un cadeau, un rappel que les actions ont des conséquences. Silence. Puis la voix de ma mère est devenue froide. C'était toi. Les courriels, les problèmes de compte. Tu as saboté ton propre père. J'ai créé des désagréments pour des gens, qui ne m'ont montré aucune compassion, quand j'en avais le plus besoin. Cela me semble proportionné. Tu as besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Ce n'est pas un comportement normal. Normal, c'était de regarder ma fille mourir. Normal, c'était de me tenir seul devant sa tombe. Normal, c'était de voir ma famille faire la fête pendant que je pleurais. J'en ai fini avec le normal. J'ai raccroché. La phase suivante de mon plan demandait de la patience. J'ai attendu 3 mois, laissant les ennuis judiciaires de Vanessa s'accumuler. Sa caution fut fixée à 200 000 €, elle dut mettre sa nouvelle maison en garantie. Ses frais d'avocat étaient astronomiques. Elle était devenue radioactive dans l'industrie pharmaceutique, incapable de trouver du travail même dans des domaines sans rapport. Mes parents ont dû l'aider financièrement. Je savais qu'ils le feraient et ils sauvaient toujours Vanessa. J'ai observé de loin, alors qu'ils liquidaient leurs investissements pour payer ses avocats, qu'ils contractaient une deuxième hypothèque sur leur appartement de retraite pour couvrir sa caution, et qu'ils s'endettaient pour défendre leur enfant prodige. Ensuite, j'ai contacté plusieurs médias sous un angle différent. Je leur ai fourni des photos de la crémaillère de Vanessa, des photos de mes parents riant, célébrant, portant un toast à sa réussite. Je leur ai donné les horodatage, montrant exactement quand ces photos avaient été prises. Je leur ai donné la date des funérailles de ma fille. Les articles de suivi furent brutaux, pendant qu'on enterrait leur nièce, la famille fêtait une maison bâtie sur la fraude. Les parents ont choisi la fête, plutôt que les funérailles de leur petite fille, désormais ruinée, ils soutiennent une fille criminelle. L'histoire est devenue virale. Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation. Des gens, qui n'avaient jamais rencontré ma famille, leur envoyaient des messages de haine.
La communauté de retraités de mes parents a reçu des plaintes. Les voisins de Vanessa, qui avaient participé à sa fête, ont été interviewés et ont exprimé leur choc, ainsi que leur dégoût. Le tribunal de l'opinion publique était féroce. Ma mère a appelé d'un énième numéro, la voix éraillée. « Es-tu heureuse maintenant? Es-tu satisfaite? Nous avons tout perdu, nos économies, notre réputation, notre paix. Des inconnus nous crachent dessus à l'épicerie. Nous ne pouvons aller nulle part, sans être reconnus et harcelés. Ton père a fait une crise cardiaque à cause du stress. Il est à l'hôpital. Est-ce que ça te fait te sentir mieux? Est-ce qu'il va mourir? Ai-je demandé. Quoi, mon père va mourir? Parce que s'il le doit, je devrais probablement le savoir, afin de m'organiser en conséquence. Je détesterais avoir un conflit d'emploi du temps avec mes projets. Ma mère a émis un son semblable à celui d'un animal blessé. Comment es-tu devenu cette personne? C'est vous qui m'avez fait ainsi, ai-je répondu. Vous m'avez appris que la famille ne signifie rien, que l'amour est conditionnel, et que certaines célébrations comptent plus que le chagrin des autres. J'ai appris des meilleurs. Grace ne voudrait pas ça. C'était une enfant douce. Elle serait horrifiée par ce que tu fais. La mention du nom de ma fille dans la bouche de ma mère m'a fait voir rouge. Ne t'avise pas de parler de Grace. Tu n'as aucun droit sur sa mémoire. Tu l'as abandonnée. Tu as choisi une fête, plutôt que ses funérailles. Elle a cessé d'être ta petite fille, au moment où tu as fait ce choix. Nous avons aimé Grace. Vous aimiez l'idée de Grace. La petite fille parfaite, dont vous pouviez parler sur les réseaux sociaux, avec qui vous preniez des photos pendant les vacances, et dont vous vous vantiez auprès de vos amis. Vous n'avez jamais aimé la réalité de Grace. L'enfant malade qui avait besoin d'un vrai soutien, d'une vraie présence, d'un vrai sacrifice. C'était trop gênant pour vous. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. Vous lui avez rendu visite 2 fois en 6 mois. 2 fois, alors qu'elle était mourante. Vous n'avez pas pris la peine de venir plus souvent, parce que cela aurait interféré avec le golf, et le club de lecture. Alors, ne prétendez pas que vous l'aimiez. Ne prétendez pas être autre chose, que des gens égoïstes qui ne se soucient que des apparences. Ma mère pleurait, désormais. Nous sommes tes parents. Nous avons fait des erreurs, mais nous avons fait de notre mieux. Nous ne méritons pas ça. J'étais votre fille. Je n'ai fait aucune erreur, si ce n'est de vous aimer. Je ne méritais pas ce que vous m'avez fait non plus. La vie n'est pas juste, mère. Vous m'avez très bien appris cette leçon. J'ai raccroché, et j'ai bloqué ce numéro aussi. 4 mois après l'article initial, le procès de Vanessa a commencé. Les preuves étaient accablantes. Elle a accepté un accord de plaidé coupable, 5 ans de prison fédérale, restitution aux victimes, et interdiction permanente de travailler dans le secteur pharmaceutique ou de la santé. Son audience de condamnation était publique. J'y ai assisté, assise au fond de la salle d'audience. Vanessa m'a vu, nos yeux se sont croisés. Les siens étaient remplis de larmes, et de haine, à parts égales. Le juge lui a demandé si elle avait quelque chose à dire, avant le prononcé de la sentence. Vanessa s'est levée, ses vêtements de marque remplacés par un costume gris ordinaire, ses cheveux parfaits attachés en une simple queue de cheval. J'assume la responsabilité de mes actes, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. J'ai fait de terribles choix. J'ai blessé des gens. J'ai trahi la confiance des professionnels de santé, et des patients. Je mérite d'être puni. Elle a marqué une pause, et m'a regardé directement. Mais je veux que le tribunal sache, que ma propre sœur a orchestré ma chute. Non pas par souci pour la sécurité des patients, ni par sens de la justice, mais par vengeance après un désaccord familial. Elle a délibérément détruit ma vie, pour me punir d'avoir assisté à ma crémaillère, plutôt qu'aux funérailles de sa fille. Ce n'est pas une héroïne. Elle est vindicative et cruelle, et elle a utilisé le système judiciaire comme une arme. Le procureur a protesté. Le juge a maintenu l'objection, mais Vanessa avait dit ce qu'elle voulait dire. Le juge l'a condamnée aux 5 ans convenus. Alors qu'on l'emmenait, Vanessa s'est retournée vers moi une dernière fois. J'ai soutenu son regard, le visage impassible, jusqu'à ce qu'elle se détourne. Mes parents ont tenté une dernière fois de me joindre. Ils sont venus à Austin, et se sont présentés à la clinique où je travaillais. La sécurité m'a appelé à l'accueil.
Ils avaient une mine affreuse. Mon père avait perdu du poids, son visage était gris et hagard. Les mains de ma mère tremblaient. Ils avaient vieilli de 10 ans en 6 mois. Nous quittons Phoenix, a dit mon père. Nous n'avons plus les moyens de rester. Nous avons vendu l'appartement à perte. Nous déménageons dans un endroit plus petit, dans l'Oklahoma, près de ta tante. Nous voulions te voir avant de partir. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, papa? Je veux que tu nous dises, que nous pouvons arranger ça. Que nous sommes toujours une famille. Qu'il y a un chemin possible. J'ai regardé mes parents, ces gens qui m'avaient donné la vie, mais ne m'avaient jamais vraiment vu. Ces gens qui m'avaient appris, que l'amour était quelque chose que l'on gagnait en étant pratique, en ne causant pas d'ennui, en acceptant les quelques miettes d'affection qu'ils voulaient bien donner. Il n'y a plus de famille ici, ai-je dit. Vous l'avez tué quand vous avez choisi une fête plutôt qu'un enterrement, quand vous m'avez dit que mon chagrin était moins important que la fête de Vanessa, quand vous m'avez laissé enterrer ma fille seule. Nous avons tout perdu, a chuchoté ma mère. Notre maison, nos économies, notre fille est en prison. Notre réputation est détruite. N'avons-nous pas été assez punis? J'ai perdu ma fille, ai-je répondu. Ma fille de 3 ans, qui aimait les fraises et chantait, qui a combattu le cancer avec plus de courage, que vous n'en avez montré dans toute votre vie. Qui est morte en demandant si on pouvait aller au parc, quand elle se sentirait mieux. J'ai perdu tout ce qui comptait. Et vous n'avez même pas été foutu de venir. Nous sommes désolés, a dit mon père. Nous sommes tellement désolés. Nous avons fait une terrible erreur. Mais cette vendetta doit s'arrêter. Cette cruauté doit cesser. Elle a cessé, ai-je dit. J'en ai fini. Vanessa est en prison. Vous êtes ruinés. Ma vengeance est accomplie. Mais cela ne veut pas dire que je vous pardonne. Cela ne veut pas dire que nous sommes de nouveau une famille. Cela signifie simplement que j'ai fini de vous détruire, parce qu'il ne reste plus rien à détruire. Ma mère a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Ne me contactez plus. Ne revenez plus ici. N'envoyez ni message, ni lettre, ni intermédiaire. C'est terminé définitivement. Mera, s'il te plaît. Je ne m'appelle plus Mera pour vous. Je suis une étrangère. Traitez-moi comme telle. Je suis parti. La sécurité a escorté mes parents vers la sortie. Je ne les ai plus jamais revus. 6 mois après l'incarcération de Vanessa, j'ai reçu une lettre de sa part. Elle avait été ouverte et contrôlée par les autorités pénitentiaires, avant de m'être transmise. J'ai failli la jeter, mais la curiosité m'a poussé à la lire. L'écriture était désordonnée, loin de la calligraphie habituellement parfaite de Vanessa. Mera, je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne mérite probablement pas le pardon. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'ai eu tort pour la fête. J'aurais dû l'annuler. J'aurais dû être aux funérailles de Grace. J'ai été égoïste et horrible, et j'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Mais ce que tu as fait dépasse la justice. Tu ne t'es pas contenté de dénoncer mes crimes, tu as orchestré ma destruction totale. Tu as ruiné papa et maman financièrement. Tu as retourné le monde entier contre nous. Tu as utilisé mes erreurs comme des armes, pour servir ton besoin de vengeance. Je suis en prison parce que je mérite d'y être, mais tu m'as mis ici non pas parce que tu te souciais de mes victimes, mais parce que tu voulais me voir souffrir. Et je souffre chaque jour. J'ai perdu ma carrière, ma maison, ma liberté, ma famille. J'ai tout perdu. J'espère que ça en valait la peine. J'espère que ma douleur comblera le vide, que Grace a laissé dans ton cœur. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense que tu seras toujours vide, peu importe le nombre de personnes que tu détruis. J'aimais Grace, moi aussi. Je sais que je ne l'ai pas bien montré. Je sais que j'ai été une tante terrible, mais je l'aimais vraiment. Et je pense qu'elle serait triste de voir ce que tu es devenu. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai brûlée dans mon évier de cuisine, et j'ai rincé les cendres. 1 an après la mort de Grace, je me suis tenu sur sa tombe, un dimanche matin. L'herbe avait maintenant complètement repoussé. Des fleurs poussaient autour de la pierre tombale, plantée par les jardiniers. Le cimetière était silencieux,
hormis le chant des oiseaux dans les arbres. J'ai fait ce que j'avais prévu de faire, lui ai-je dit. Vanessa est en prison. Papa et maman ont tout perdu. Tout le monde sait ce qu'ils nous ont fait. Tout le monde sait qu'ils ont choisi une fête, plutôt que tes funérailles. Le vent bruissait dans les feuilles. Quelque part à proximité, quelqu'un déposait des fleurs sur une autre tombe. Vanessa a dit que tu serais triste, de ce que je suis devenu. Elle a peut-être raison. Tu serais peut-être déçu par moi. Mais j'avais besoin qu'ils comprennent. J'avais besoin qu'ils souffrent, comme j'ai souffert. Je me suis assise sur l'herbe, m'appuyant contre la pierre. Le truc, ma chérie, c'est que ça ne fait pas l'effet que je pensais. Je croyais que je me sentirais satisfaite, vengée. Je pensais que les voir souffrir allait d'une certaine manière équilibrer la balance, mais c'est juste le vide. Un vide différent d'avant, mais toujours un vide. Une femme est passée avec un petit enfant et une petite fille environ de l'âge de Grace. L'enfant riait, courant devant sa mère, pleine de vie et d'énergie. Je les ai regardées, jusqu'à ce qu'elles disparaissent derrière un mausolée, et la douleur dans ma poitrine a menacé de me briser. Tu me manques tellement, ai-je chuchoté. Chaque jour, chaque instant rien n'arrange les choses. Ni la vengeance, ni la justice, ni rien du tout. Tu es juste parti, et je suis toujours là. Et je ne sais pas comment vivre, dans un monde sans toi. Je suis resté jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, parlant à une pierre tombale, prétendant que ma fille pouvait m'entendre. Quand j'ai enfin quitté le cimetière, j'ai conduit jusqu'à la réunion du groupe de soutien, auquel j'assistais depuis 6 mois. Ils se réunissaient dans le sous-sol d'une église, chaque dimanche après-midi, un rassemblement de parents ayant perdu un enfant. J'avais résisté longtemps avant d'y aller, convaincu que rien ne pourrait m'aider, que j'étais au-delà de toute consolation. Mais Julia avait insisté. Elle m'avait emmené à la première réunion, était restée assise avec moi, et m'avait tenu la main quand j'avais pleuré. L'animatrice du groupe était une femme nommée Patricia, qui avait perdu son fils d'une leucémie, 15 ans plus tôt. Elle avait des yeux bienveillants, une manière d'être douce, et elle ne poussait jamais personne à s'exprimer avant d'être prêt. Je n'avais pas parlé durant les 2 premiers mois. J'étais simplement restée assise, à écouter d'autres parents parler de leur chagrin, de leur culpabilité, et de leurs tentatives désespérées, pour trouver un sens à une perte qui n'en avait aucun. Finalement, j'ai commencé à parler. Je leur ai parlé de Grace, du cancer, de sa bravoure, et de la façon dont elle était morte. Je ne leur ai pas parlé de la vengeance, c'était à part, privé, quelque chose que je portais seul. Aujourd'hui, Patricia a demandé comment tout le monde gérait l'approche des fêtes. Thanksgiving était dans 3 semaines, Noël suivrait peu après. La première saison des fêtes sans Grace avait été insupportable. La deuxième approchait à grands pas, et je ne me sentais pas préparé. Je redoute ça, a admis Robert, un père qui avait perdu sa fille adolescente dans un accident de voiture. L'an dernier, je ne pouvais même pas regarder un sapin de Noël, sans m'effondrer. Cette année, je ne sais pas si j'en serai capable. Moi, j'installe les décorations, a dit Margaret, dont le fils en bas âge était mort de la mort subite du nourrisson. Ça me semble mal, comme si je le trahissais en faisant la fête, mais j'ai d'autres enfants qui ont besoin de normalité, qui ont besoin de voir que la vie continue. La conversation a fait le tour du cercle. Quand ce fut mon tour, j'ai hésité. Je n'ai plus de famille, ai-je dit finalement. Mes parents et ma sœur ne font plus partie de ma vie. Alors, les vacances ne sont que des jours vides sur le calendrier. C'est plus facile d'un certain côté, et plus dur de l'autre. Patricia a hoché la tête. Le deuil remodèle souvent nos relations. Certaines connexions s'approfondissent. D'autres se brisent sous la pression. Celle-là devait se briser, ai-je ajouté. Elles étaient déjà brisées. J'ai simplement fini par le voir clairement. Après la réunion, une femme nommée Diane s'est approchée de moi. Elle avait perdu sa fille d'un cancer du cerveau 2 ans plus tôt, et nous avions discuté plusieurs fois. J'ai entendu parler de ta sœur, a-t-elle dit doucement. L'affaire de fraude pharmaceutique. J'ai vu ton nom mentionné dans l'un des articles. Mon estomac s'est noué. Oui. Je ne te juge pas pour ça. Je veux que tu le saches. Je comprends le besoin de demander des comptes, de forcer les gens à voir ce qu'ils ont fait. Merci. Diane m'a serré le bras. Mais je veux aussi que tu sois prudente.
La vengeance peut devenir une addiction. Elle peut te consumer, tout comme le chagrin. Ne laisse pas cela être la seule chose qui te pousse à avancer. J'ai repensé à ces paroles, sur le chemin du retour. La vengeance me consumait elle, ou avait-elle simplement rempli un vide, que rien d'autre ne pouvait toucher? Je n'avais pas de réponse. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis jeté dans les soins infirmiers, avec une intensité qui inquiétait Julia. Je faisais des heures supplémentaires, je me portais volontaire pour les cas les plus difficiles, je restais tard, j'arrivais tôt, et je travaillais pendant mes pauses déjeuner. Le directeur de la clinique, un médecin nommé Dr Harrison, m'a appelé dans son bureau un après-midi. « Mira, vous êtes l'une de nos meilleures infirmières. Vous le savez. Vos soins aux patients sont exemplaires. Mais vous êtes en train de vous épuiser. Je le vois. Tout le monde le voit. Je vais bien. Vous n'allez pas bien. Vous avez fait des semaines de 50 heures pendant 3 mois consécutifs. Vous n'avez pas pris un jour de vacances, depuis que votre fille est partie. Vous avez besoin de repos. Le travail m'aide. Ça me permet de rester concentré. » Le docteur Harrison s'est adossé à sa chaise, en m'observant. « J'ai perdu mon frère, quand j'étais en fac de médecine. Accident de moto. J'ai fait exactement ce que vous faites, je me suis tué au travail pour essayer de fuir le chagrin. Ça ne marche pas. Le chagrin vous attend toujours, quand vous vous arrêtez. Alors, quelle est l'alternative? Rester assise à la maison et s'effondrer? L'alternative, c'est de trouver un moyen de vivre avec le chagrin, au lieu de le fuir. La thérapie, les groupes de soutien, du temps pour assimiler pas juste du travail et encore du travail jusqu'à ce que vous vous effondriez. Je suis déjà dans un groupe de soutien. C'est une bonne chose. Mais vous devez aussi vous donner la permission de guérir, d'avoir une vie au-delà de la mort de votre fille. Ça ne veut pas dire l'oublier. Ça veut dire apprendre à porter sa mémoire, sans la laisser vous détruire. J'ai quitté son bureau agacé. Tout le monde avait des conseils sur le deuil. Tout le monde pensait connaître la bonne façon de pleurer, le bon calendrier pour guérir, et les méthodes appropriées pour s'en sortir. Mais aucun d'entre eux n'avait enterré un enfant de 3 ans. Aucun d'entre eux n'avait été abandonné par sa famille, à son heure la plus sombre. Aucun d'entre eux ne comprenait ce mélange particulier de rage et d'angoisse, qui vivait dans ma poitrine, inséparable et constant. 2 mois avant le 2e anniversaire de la mort de Grace, j'ai reçu un appel inattendu. L'indicatif régional provenait de l'Oklahoma, là où mes parents s'étaient installés. Ce n'étaient pas mes parents qui appelaient, c'était ma tante Lydia, la sœur de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis avant la mort de Grace. « Mira, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de la famille, pour le moment. Mais je dois te dire quelque chose. Ton père a fait une autre crise cardiaque. Une grave, cette fois. Il est en soins intensifs. Je n'ai rien ressenti. Ni panique, ni inquiétude, ni tristesse. D'accord. Ta mère m'a demandé de t'appeler. Elle a peur de te contacter directement. Elle voulait que tu le saches, au cas où tu voudrais venir. Je ne veux pas. » Lydia a soupiré. « Je sais ce qui s'est passé. Ta mère m'a tout raconté, pour les funérailles, pour Vanessa, pour tout le reste. Ce qu'ils ont fait était mal, Mira. Impardonnablement mal. Mais ton père pourrait mourir. Tu ne veux pas lui dire au revoir? Il m'a dit au revoir, quand il a choisi une fête plutôt que les funérailles de sa petite fille. Il n'y a plus rien à dire. Il est dévoré par la culpabilité. Tous les deux le sont. Ils savent qu'ils t'ont laissé tomber. Ils ne savent juste pas comment réparer ça. Ils ne peuvent pas réparer. C'est brisé définitivement. Alors, tu vas juste le laisser mourir, sans aucune réconciliation? Tu vas porter ça pour toujours? Je porte déjà le pour toujours, tante Lydia. Ma fille est morte. Elle est morte terrifiée et dans la douleur, et les gens qui auraient dû me soutenir m'ont abandonné. Si mon père meurt, ce n'est pas mon fardeau. C'est sa conséquence. Tu es devenu si dur. Je suis devenu réaliste. J'ai passé toute ma vie à croire que la famille signifiait quelque chose. Que le sang créait une obligation. J'avais tort. La famille, ce sont juste des gens qui partagent le même ADN. S'ils ne se comportent pas comme une famille,
il ne mérite pas d'être traité comme tel. Grace ne voudrait pas ça. Tout le monde continuait d'invoquer Grace, comme si sa mémoire leur donnait l'autorité de juger mes choix. Grace est morte. Elle ne veut plus rien. Et elle est morte en sachant que ses grands-parents se souciaient plus d'une fête, que d'elle. Alors ne me dis pas ce qu'elle voudrait. J'ai raccroché. Mon père ne mourut pas. Il se rétablit suffisamment pour quitter l'hôpital, bien qu'il en soit resté affaibli de manière permanente. Je l'ai appris par des connaissances communes, pas par un contact familial. Je n'ai ressenti aucun soulagement à sa survie. Je n'ai rien ressenti du tout. Le 2e anniversaire de la mort de Grace arriva le 9 juin. J'ai pris congé. Je suis allé au cimetière tôt, avant que la chaleur de la journée ne s'installe. Sa tombe était la même que d'habitude, paisible, bien entretenue, un rappel permanent que ma fille avait existé, qu'elle comptait, et qu'elle était aimée. J'ai apporté des fraises, et je les ai déposées à côté de la pierre tombale. Le fruit préféré de Grace. 2 ans, ai-je dit à voix haute. 2 ans depuis que tu m'as quitté. Ça ne semble pas plus court. La douleur n'est pas moindre. Les gens disaient que le temps aiderait. Ils ont menti. Je me suis assise sur l'herbe, en tailleur, comme j'avais l'habitude de le faire quand nous faisions des pique-niques au parc, avant qu'elle ne soit trop malade pour quitter l'hôpital. Je les ai détruits, Grace. Tous ceux qui nous ont fait du mal. Vanessa est en prison. Papa et maman ont tout perdu. Ils sont vieux, brisés et seuls. J'ai fait ça. J'ai fait en sorte que ça arrive. Le soleil du matin filtrait à travers les arbres, projetant des ombres tachetées sur les tombes. Vanessa a dit que tu serais déçu par moi. C'est peut-être vrai. Tu étais si douce, tu pardonnais tellement. Même quand tu avais mal, tu ne voulais jamais que quelqu'un d'autre souffre. Mais je ne suis pas toi, ma chérie. Je ne l'ai jamais été. J'ai essayé d'être bonne. J'ai essayé d'être la personne la plus sage. J'ai essayé de pardonner, et de passer à autre chose. Ça ne m'a apporté que plus de douleur. J'ai de nouveau tracé son nom sur la pierre. Le rituel que je faisais à chaque visite. Je ne le regrette pas. C'est ce que tu dois savoir. Je ne regrette pas de leur avoir fait payer ce qu'ils ont fait. Ils méritaient chaque parcelle de la souffrance que j'ai causée. Mais Diane avait raison, la vengeance n'a pas comblé le vide. Elle m'a juste donné quelque chose sur quoi me concentrer, à part le fait que tu me manques. Un gardien tondait la pelouse au loin, le son n'était qu'un bourdonnement sourd dans le calme du matin. Je ne sais pas ce qui vient après. Je ne sais pas comment vivre sans toi, et sans cette mission de leur faire mal. Je ne sais pas qui je suis quand je ne suis pas en train de pleurer, de planifier, ou d'exécuter une vengeance. Ça m'effraie plus que tout. Je suis resté jusqu'à midi à parler à ma fille, à pleurer, et à me souvenir. Quand je suis finalement parti, je me sentais vidé, mais étrangement plus légère, comme si dire la vérité à haute voix avait libéré quelque chose, que je retenais trop fort. Ce soir-là, Julia est venue dîner. Nous avons mangé thaïlandais sur mon canapé, pendant qu'un film passait, qu'aucune de nous deux n'a regardé. « Comment ça va ?» a demandé Julia. « Comment ça va vraiment ?» Je ne sais pas. J'ai accompli ce que je voulais faire. Je les ai fait souffrir. J'ai obtenu justice, ou vengeance, ou peu importe comment on l'appelle. Mais et maintenant ? Maintenant, tu trouves comment vivre. Je ne sais pas si je m'en rappelle. Julia a posé son assiette, et s'est tournée vers moi. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, Mera. Tu as survécu à la mort de ta fille. Tu as survécu à l'abandon de ta famille. Tu as survécu à un chagrin qui aurait brisé la plupart des gens. Tu peux survivre à ça aussi. Et si je ne veux pas seulement survivre ? Et si je veux vivre pour de bon, mais que j'ai oublié comment faire ? Alors tu apprends de nouveau. Un jour après l'autre, un choix après l'autre. Nous sommes restés silencieux un moment. Le poids de la perte, et de la possibilité, flottait entre nous. Tu penses que je suis une personne terrible, ai-je demandé. Pour ce que je leur ai fait ? Julia a réfléchi attentivement avant de répondre. Je pense que tu es une personne qui a été blessée au-delà de toute mesure, et qui a rendu les coups. Je pense que tu as fait des choix que je n'aurais peut-être pas fait, mais je pense aussi qu'ils ont récolté ce qu'ils ont semé.
Ils ont choisi la cruauté quand tu avais besoin de compassion. Ils font face aux conséquences maintenant. Vanessa a dit que j'avais militarisé le système judiciaire pour ma vengeance. Tu as exposé des crimes légitimes. La part de vengeance, c'était de choisir de le faire, mais les crimes étaient réels. Les victimes étaient réelles. Tes motivations étaient peut-être personnelles, mais le résultat, c'est la justice. Une justice que je n'ai poursuivie, que parce que je voulais lui faire mal. Est-ce que ça rend la justice moins valable? Je n'avais pas de réponse. 3 mois après le 2e anniversaire, j'ai pris une décision. J'ai contacté un avocat, et j'ai fait envoyer des mises en demeure formelles à mes parents et à Vanessa. Aucun contact, par quelque moyen que ce soit, directement ou par intermédiaire, pour quelque raison que ce soit. Toute violation entraînerait des poursuites judiciaires. C'était définitif. La dernière porte qui se fermait sur une relation, qui mourait depuis toute ma vie. J'ai également pris une autre décision. J'ai commencé à faire du bénévolat, auprès d'une organisation de soutien contre le cancer pédiatrique. Je travaillais avec des familles qui traversaient le même cauchemar, que celui auquel j'avais survécu. Je les aidais à comprendre le jargon médical, à naviguer dans la bureaucratie hospitalière, et à trouver des ressources qu'ils ignoraient exister. C'était dur. Chaque enfant que je rencontrais me rappelait Grèce. Chaque parent désespéré reflétait mon propre désespoir passé, mais c'était aussi gratifiant, d'une manière que la vengeance n'avait jamais été. Un soir, je me suis assise avec une mère, dont le fils de 5 ans était en phase terminale d'une leucémie. Elle était jeune, peut-être 25 ans, et complètement dépassée. Je ne sais pas comment faire, a-t-elle chuchoté. Comment regarder mon enfant mourir? On le fait, c'est tout, ai-je répondu. Un instant après l'autre. On est là. On lui tient la main. On lui dit qu'on l'aime. On fait en sorte que chaque seconde compte. Qu'est-ce qu'il y a après? Comment on y survit? J'ai pensé à Grèce, aux 2 dernières années, à tout ce que j'avais fait, et tout ce que j'avais perdu. On survit en choisissant de le faire. Chaque jour, on se réveille et on choisit de continuer à respirer. Certains jours, c'est tout ce qu'on peut faire. D'autres jours, on peut faire plus. Mais tout commence par ce choix. Est-ce que ça devient plus facile? Non. Ça devient différent. Le chagrin change de forme. La douleur devient familière au lieu d'être un choc. On apprend à la porter. Mais plus facile? Non. Elle a pleuré alors, et je l'ai tenue dans mes bras. Cet inconnu qui vivait mon cauchemar à mon tour. Quand je suis parti ce soir-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas une guérison à proprement parler, mais peut-être le premier murmure d'un but, au-delà de la souffrance. Les mois passèrent. Vanessa restait en prison, ses appels rejetés. Mes parents restaient dans l'Oklahoma, vieillissants et isolés. J'ai appris par le réseau familial, qu'ils avaient essayé de contacter d'autres parents, tentant d'expliquer leur version de l'histoire, mais qu'ils n'avaient trouvé que peu de sympathie. Le tribunal de l'opinion publique avait tranché contre eux, définitivement. J'ai appris que la nouvelle maison de Vanessa avait été vendue, pour couvrir ses paiements de restitution, que mes parents s'étaient déclarés en faillite, et que le poids de leur choix les avait écrasés, aussi complètement que je l'avais souhaité. J'attendais de me sentir triomphante. Je ne le fus jamais. Ce que je ressentais à la place, c'était de la fatigue. Fatigue de la colère, fatigue de la douleur, fatigue de vivre dans le passé. Grèce était partie. Ma famille était partie. La vengeance était accomplie, mais j'étais toujours là, respirant encore, traversant des journées qui semblaient vides de sens. Un dimanche au groupe de soutien, Patricia nous a demandé de partager quelque chose dont nous étions reconnaissants. C'était un exercice courant, auquel je résistais habituellement. Quand le tour est arrivé à moi, je me suis surprise à parler. Je suis reconnaissante d'avoir appris en qui je pouvais avoir confiance. Je suis reconnaissante d'avoir découvert ce qu'était réellement ma famille, avant de gaspiller d'autres années pour eux. Je suis reconnaissante pour le temps que j'ai eu avec Grèce, même s'il a été trop court. Et je suis reconnaissante d'être encore capable d'aider d'autres personnes, même après tout ça. Patricia a souri. C'est une évolution, Mera. Une vraie évolution. Peut-être que c'en était une. Ou peut-être était-ce juste l'acceptation que la vengeance avait fait son temps, et m'avait laissé là, dans les décombres,
pour comprendre ce qui venait après. Lors du 3e anniversaire de la mort de Grace, je suis allé au cimetière, comme toujours. Mais cette fois, j'ai emmené Julia avec moi. Elle s'est tenue silencieusement à mes côtés, pendant que je déposais des fleurs et des fraises sur la pierre tombale. Je t'aime, Grace, ai-je dit. Je t'aimerai toujours. Chaque jour pour le reste de ma vie. Tu as fait de moi une meilleure personne quand tu étais là. Après ton départ, je suis devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus dur, quelqu'un capable d'une cruauté que je n'aurais jamais imaginée. J'ai marqué une pause, rassemblant mes pensées. Ta tante avait raison. Tu serais probablement déçu de ce que j'ai fait, mais je ne peux pas le regretter. Ils nous ont fait mal. Ils ont fait le mauvais choix. Ils avaient besoin de comprendre que les choix ont des conséquences. Julia m'a serré doucement l'épaule. J'essaie de retrouver mon chemin, maintenant. Pas vers celle que j'étais avant ta mort, parce que cette personne-là est partie elle aussi. Mais vers quelqu'un qui peut vivre avec le chagrin, au lieu d'être consumé par lui. Quelqu'un qui honore ta mémoire en aidant les autres, au lieu de simplement blesser les gens, qui nous ont laissé tomber. J'ai touché la pierre tombale une dernière fois. J'espère qu'où que tu sois, tu es heureuse. J'espère que tu cours dans des parcs, que tu manges des fraises et que tu chantes tes chansons inventées. J'espère que tu sais à quel point tu étais aimé. À quel point tu es encore aimé. Julia et moi avons quitté le cimetière ensemble. Nous sommes allés déjeuner dans un petit café. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai parlé de Grace sans pleurer. J'ai raconté à Julia des histoires sur le rire de ma fille, ses observations étranges sur le monde, son imagination sans peur. On dirait qu'elle était extraordinaire, a dit Julia. Elle l'était. Elle l'était vraiment. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message transmis par mon avocat. Il provenait de ma mère, envoyé par les canaux officiels comme l'exigeait l'ordonnance de mise en demeure. Mera, je sais que tu ne veux plus jamais entendre parler de nous. Je respecte cela. C'est la dernière fois que j'essaierai de te joindre. J'ai juste besoin que tu saches que nous sommes désolés. Vraiment, profondément désolés. Nous t'avons abandonné de la pire des manières. Nous avons fait le mauvais choix et nous l'avons payé. Nous avons perdu tout ce qui comptait. Notre fille est en prison. Notre petite fille est morte. Nous sommes séparés de toi. Nous sommes seuls, ruinés et brisés. Tu as eu ta vengeance. J'espère qu'elle t'a apporté la paix. J'espère que Grace est fière de ce que tu es devenu. Je t'aimerai toujours, même si tu ne peux plus nous aimer. Maman. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Vanessa a purgé 3 ans avant d'être libérée sur parole. Je l'ai appris grâce à une alerte d'actualité, que j'avais mise en place pour suivre son dossier. Elle devait vivre dans un foyer de réinsertion, et occuper des emplois au salaire minimum, avec interdiction d'occuper tout poste impliquant des soins de santé ou de la vente. Je ne l'ai pas contactée. Je n'ai pas assisté à sa libération. Elle était une étrangère pour moi désormais, reliée uniquement par un ADN commun, et une histoire partagée qui ne signifiait plus rien. Mes parents ont continué leur vie tranquille dans l'Oklahoma. La santé de mon père est restée fragile. Ma mère, j'ai entendu dire, avait vieilli de façon spectaculaire, ses cheveux étaient devenus complètement blancs, ses mains tremblaient d'un tremblement qui pouvait être physique, ou qui pouvait être le poids accumulé de la culpabilité et de la perte. Ils avaient perdu leur enfant prodige en prison, et leur autre fille à cause d'une rage justifiée. Ils avaient perdu leur retraite confortable en frais de justice et en faillite. Ils avaient perdu leur réputation, leur communauté, leur paix. Les conséquences que j'avais orchestrées s'étaient déroulées exactement comme je l'avais prévu. Ils ont souffert. Ils ont compris. Ils ont payé pour avoir choisi une fête plutôt qu'un enterrement. Pour avoir valorisé la célébration plutôt que le deuil, pour m'avoir abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. Et pourtant, alors que j'étais assise dans mon appartement par un mardi soir tranquille, 3 ans et 7 mois après la mort de Grace, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance avait été nécessaire. Elle avait été méritée. Elle avait été juste, mais elle ne m'avait pas guéri. Elle n'avait pas ramené Grace. Elle n'avait pas comblé le vide créé par sa mort. Ce qui avait commencé à me guérir, lentement et douloureusement, c'était de choisir d'avancer. Choisir d'aider d'autres familles confrontées à ce que j'avais affronté. Choisir de trouver un but dans le chagrin, au lieu de s'y noyer.
Choisir d'honorer la mémoire de Grèce en étant quelqu'un qui créait de la lumière, au lieu de simplement distribuer de l'obscurité. J'ai regardé la photo de Grèce sur ma cheminée, celle de son 3e anniversaire, 2 mois avant son diagnostic. Elle riait, le visage couvert de gâteaux au chocolat, les yeux brillants de joie. Je les ai quittés pour toujours, ma chérie, ai-je chuchoté à la photo. Ils nous ont entendus, et je me suis assuré qu'ils comprennent ce que cela signifiait. Ce voyage de vengeance m'a appris que parfois, les personnes qui devraient nous aimer le plus sont capables de la plus profonde trahison. Mais il m'a aussi appris que je suis plus forte que je ne l'ai jamais cru. Assez forte pour survivre à ta perte. Assez forte pour détruire les gens qui nous ont laissé tomber. Et peut-être assez forte pour reconstruire quelque chose de significatif à partir des décombres. Dehors, par ma fenêtre, la ville continuait son rythme éternel. Les gens vivaient leur vie sans connaître mon histoire, épargnés par mon chagrin ou ma rage. Le monde continuait de tourner indifférent à la perte, indifférent à la vengeance, indifférent à tout, sauf à son propre élan. Et je continuais de tourner avec lui, portant la mémoire de Grèce, portant le poids de ce que j'avais fait, et portant la possibilité qu'un jour, le fardeau puisse ressembler moins à une punition, et plus à une forme de force différente.